Il est le créateur le plus emblématique de tous les temps, celui qui se fera appeler le Spielberg du jeu vidéo en vendant plus de 1 milliard de copies dans le monde. Celui qui ne pouvait pas faire de vélo car il était trop important pour la compagnie. Voici Shigeru Miyamoto. Diplôme en main, Miyamoto est déterminé à trouver du travail, et il se dit bah tiens, pourquoi pas aller chez Nintendo, y a pas beaucoup de zénards à cette époque, et c'est sa spécialité, ça tombe bien. Et devinez quoi, il est refusé. Mais déterminé, et se rappelle que son père est au contact du président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, ce qui l'arrange plutôt bien, et à l'issue d'un entretien, finira même par rejoindre la firme japonaise. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que vient l'émergence du jeu vidéo, qui à vrai dire intéresse énormément, surtout Nintendo qui commençait à se pencher dessus. Miyamoto qui alors s'occupait du design des jouets s'occupera maintenant du design des jeux Nintendo. Alors il fera un premier essai en 79 en créant Radarscope, un jeu où tu tires sur des vaisseaux avec un vaisseau, mais ce sera un flop complet avec plus de 2000 bornes qui seront invendues. Pourquoi ? Car l'exportation des machines du Japon vers les États-Unis ont pris plus de 4 mois, ce qui a laissé le temps aux consommateurs de se lasser. Évidemment, ça laisse une trace dans la compagnie qui mettra un coup de pression à Miyamoto afin qu'il puisse couvrir les pertes. Et c'est à ce moment-là qu'il aura une idée de génie, réutiliser les bornes d'arcade invendues afin de sortir son nouveau jeu. Est-ce que vous connaissez Popeye ? Les plus cultes me répondront que c'est le petit bonhomme marrant des années 30, ce qui est pas faux en soi. Et moi je vous répondrai que Popeye c'est Mario. Ok, on est en 81 et c'est à ce moment-là que sortira le vrai premier jeu de Nintendo, celui qui les fera exploser. Mario contre Donkey Kong. C'est un jeu de plateforme sous forme de puzzle où le but est de sauver Pauline des mains de Donkey Kong. Et c'est un succès mondial. Mais derrière ce succès mondial, il y a eu quelques polémiques, notamment avec Popeye. Le jeu initial devait ressembler à ça, et au vu de la renommée mondiale de la série, il aurait certainement marché. Mais vous vous doutez bien que ça passe pas au niveau des droits d'auteur. Le jeu devait donc être retiré, enfin il aurait dû être retiré, mais au lieu de ça ils remplaceront juste les personnages par ceux de l'univers du moustachu. Par cette simple action, ils ont pu créer leur propre personnage, mais surtout leur propre univers. Vous reconnaissez ce niveau ? Oui, bien sûr que oui, vous le reconnaissez. C'est le premier niveau du tout premier Mario Bros. Et jusque-là, rien de bien choquant. Pourtant, derrière son aspect assez simpliste se cache un véritable travail de recherche. Le tout premier niveau de Mario est sans aucun doute l'une des plus grosses masterclass du jeu vidéo. En fait, c'est tellement une masterclass que ça deviendra une étude de cas. Pourquoi ? Parce que c'est magique. Il a été conçu pour être instinctif à une génération qui ne connaît pas le jeu vidéo. Vous incarnez un Mario qui regarde le côté droit de votre écran dans un espace assez vide où il n'y a supposément pas d'entité. Cette image figée accorde au joueur un moment pour se familiariser avec les commandes. La manière dont Mario commence indique également la direction dans laquelle le jeu se déroulera, vers la droite. Un simple regard sur l'écran révèle un vaste chemin ouvert, et bien que Mario reste généralement au centre de l'écran, les créateurs ont délibérément choisi de le faire débuter ailleurs. Cette décision permettra surtout de guider le joueur lorsqu'il sera perdu. Il se dira juste « je dois aller à droite ». En avançant, la première chose qu'ils aperçoivent, c'est un point d'interrogation lumineux et clignotant. Il incite l'exploration sans pour autant être menaçant, et les joueurs peuvent s'en approcher à leur rythme, ce qu'ils feront habituellement. Cependant, juste au moment où ils s'approcheront, un nouvel élément apparaîtra. Le premier ennemi, votre premier ennemi. Et comment le joueur sait que c'est un ennemi ? Bah il y a deux raisons principales. Premièrement, le sprite du Goomba qui visiblement semble être très furieux avec ses gros sourcils, mais aussi son déplacement. En effet, il se déplace vers le joueur, vers vous, comme si il était une entrave à votre aventure. L'expérience initiale avec le Goomba garantit que les joueurs apprennent une nouvelle compétence qui sera d'ailleurs fondamentale pour la suite du jeu, le saut. Comme la manette NES dispose de 4 boutons non directionnels et que les joueurs ont déjà utilisé les directions, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'ils expérimentent sans besoin d'instruction. De plus, si le joueur ne trouve pas, il mourra simplement, ce qui le renverra au début du niveau. De 1, il comprend que mourir dans Mario, c'est pas si grave que ça, et de 2, qu'il doit sauter. Voilà, Mario, c'est magique, et il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Évidemment qu'il y a d'autres mécaniques pour rendre le jeu accessible, évidemment que Mario est une démonstration de level design, et évidemment que Miyamoto est un génie du jeu vidéo. Mais vous pensez qu'il s'est arrêté là ? Ok, si je vous dis que Zelda c'est l'un des premiers open world du jeu vidéo, est-ce que vous me croiriez ? On est en 2017, à l'E3, et Nintendo révèle les premiers trailers de Breath of the Wild. Et vous savez ce qu'ils nous diront ? Ce nouveau Zelda, c'est un retour aux sources. Un retour aux sources, attention, pas n'importe lequel, un vrai retour aux sources. On parle de Zelda 1. Bon, j'imagine que vous êtes comme moi et que vous n'y avez jamais touché, du moins quand vous étiez jeune, donc on l'a refait.
Zelda 1, c'est un jeu où tu incarnes un petit lutin dans un grand monde ouvert où tu dois sauver la princesse Zelda. Contrairement à Mario, ce jeu il a été créé pour une raison, reproduire la sensation qu'il avait lorsqu'il était plus jeune et qu'il explorait les contrées japonaises. Il se cachait et pouvait trouver un lac sorti de nulle part ou encore une forêt. C'est ça la sensation qu'il voulait reproduire. L'aventure, quand vous n'avez pas de carte, qu'est-ce que vous faites? Vous avancez, simplement. On peut dire que Zelda c'est le tout premier open world de la lignée de Zelda, là où dans les autres Zelda cet esprit de liberté, il se perd. Dans celui-ci, il n'y a pas de mission ou d'obligation, tu fais ce que tu veux. T'as envie d'aller dans un endroit risqué mais t'as pas le niveau, vas-y, mais ils feront tout pour t'en dissuader. C'est ce qu'on appellera d'ailleurs les soft blocks. C'est possible de les passer, mais c'est très dur. Dans ce Zelda, tu peux passer d'un volcan à une plage en une fraction de seconde, et il y a des quêtes un peu partout, des donjons, et parfois tu peux même passer à côté de l'histoire sans t'en rendre compte. Tiens, prenez ce choc, vous avez avancé, mais c'est compliqué pour vous, et il y a un vieux monsieur qui vous apprend qu'en fait, il y a une épée en haut de la montagne, et que cette épée, elle va faciliter votre aventure, elle va vous permettre d'avancer. Et il y aura beaucoup de moments comme ça, où le joueur devra aller voir des boutiques, déjà parce que c'est intéressant au niveau stuff, mais surtout parce qu'il nous donne des informations cruciales pour l'aventure. Vous savez que dans presque chaque zone, il y a des secrets cachés, comme cette zone où vous allez recevoir un croissant sans le savoir. Contrairement aux autres Zelda qui suivront, il n'y a pas de fées d'entités qui vous diront quoi faire. Personne ne vous bloquera la route car vous n'avez pas fait cette quête ou cette mission. Non, ce Zelda, c'est vous avec vous-même. Évidemment, le jeu sera très apprécié pour son originalité. Ce Zelda, c'est un pari risqué. Si ça avait été mal construit, le joueur se serait ennuyé et ne serait pas resté. Et il y aurait certainement pas tous les préquels qui suivront. Surtout cette masterclass de Zelda Skyward Sword et ce truc. Mais les gars, regardez sa gueule, putain, mais il est trop moche! Bref, on va peut-être devoir conclure. Et c'est vrai que je pourrais vous parler des jeux suivants qui sortiront, mais je pense pas que ça vaille le coup. En plus, j'ai la flemme, donc non, désolé. Bon, ok. Mario 64. Vous voyez, à cette époque, la Nintendo 64 devait sortir. Elle devait sortir en même temps que Mario 64, mais le jeu, il était incomplet. Alors, Miyamoto a demandé 3 mois de délai supplémentaire. Et vous croyez quoi? Évidemment que ça a été accepté, c'est Miyamoto, il a fait ses preuves. Mais vous savez quoi? Ces 3 mois supplémentaires, ça a eu un impact sur la date de sortie de la Nintendo. C'est pas fondamentalement problématique pour la console. Non, en fait, ce qui a été problématique, c'est le nombre de gros jeux qui étaient sortis sur cette console, qui est d'environ une dizaine, ce qui occasionnera son échec. Bon, on est d'accord, 32 millions de ventes, c'est pas fondamentalement un échec, mais vous connaissez, c'est Nintendo. Mario 64 a très clairement limité la casse, puisqu'il s'écoulera à plus de 11 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus vendu de la Nintendo 64. Et bon, ok, ce jeu, vous allez me dire, il a quoi de si spécial? Déjà, non, c'est pas le premier jeu 3D sorti, même s'il a participé à la révolution de la 3D dans les jeux. Non, ce qui rend ce jeu si spécial, c'est sa manette. On peut critiquer la manette 64 pour ce qu'elle est, et je suis d'accord, mais elle a réussi à donner un tout autre aspect du jeu vidéo. On peut maintenant choisir l'angle de caméra, et ça n'existait pas avant. Et cette mécanique, elle rend le jeu plus interactif, voire plus immersif. Tournez la caméra, et vous pourriez glitch le jeu. Mario 64, c'est tout un mood. Tu apparais devant un château, et tu fais ce que tu veux. Tu peux lire les panneaux, tester les contrôles, et il n'y a pas de rappel pour te dire d'aller sauver la princesse. Tu y vas quand tu en as envie. Bon, tu t'es assez amusé, et tu rentres dans le château. Et il y a des portes avec un nombre d'étoiles, sauf une. Donc t'y vas et là il y a un tableau. On sait qu'on doit y aller dans le tableau. Je veux dire, c'est tellement évident. Vous apparaissez dans le niveau du roi Bobombe. Dès le premier niveau, on découvre. On sait directement où aller. Comment? Grâce aux pièces rouges. Ces fameuses pièces rouges, elles te guident, ce qui fait croire aux joueurs que le premier niveau est instinctif, tout comme le premier Mario. Tu montes tout en haut et t'affrontes un boss un peu lent et tu le zigouilles. Et la petite nouveauté dans Mario 64, c'est que dans chaque monde, il y a des missions différentes. Cette mécanique sera reprise d'ailleurs dans Mario Galaxy. Tenez, dans le deuxième niveau, vous faites une course contre un Koopa et vous comprenez que le jeu, il est dynamique. Et quand un jeu est dynamique, qu'est-ce qui se passe? On fait du speedrun. 16 stars dead. 16 stars fucking dead. En fait, ce qui fait la force de Mario 64, c'est aussi sa communauté. Mario 64 est le jeu connu pour avoir apporté énormément au speedrun. En effet, il contient beaucoup de glitch et c'est quelque chose de mauvais pour un jeu en général. Mais étonnamment, pour Mario 64, c'est tout le contraire. Ok, ça c'est le monde du tapis volant. Et pour le passer, tu dois te taper l'étape chiante du tapis volant. Or, le but du speedrun, c'est de pas perdre de temps. Alors, des joueurs trouveront un moyen d'esquiver cette étape grâce à la mécanique Bobombe. Prenez une bombe, jetez-la et reprenez-la en plein vol. Gardez-la dans les mains et vous aurez la sensation de flotter et d'être attiré par une force invisible. Grâce à ça, vous gagnerez de précieuses minutes. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Hell is real. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. À l'époque, on savait pas ce que ça voulait dire. Enfin si, les gens théorisaient sur le frère de Mario, mais rien de très concret. Mais vous savez quoi? 24 ans plus tard, il y a eu des leaks des fichiers sources, et dans ces leaks, il y a eu des sprites de Luigi. Ce qui veut dire qu'à la base, dans Mario 64, on aurait pu... Non,
On aurait dû incarner un deuxième personnage, et on devait même pouvoir y jouer à 2. Mais ça ne s'est pas fait malheureusement. Enfin bref, évidemment qu'il y a d'autres jeux dont on pourrait parler pendant des heures et des heures, mais ce serait pas intéressant. Aujourd'hui, Miyamoto a toujours une place importante chez Nintendo, et j'aime même qu'il est encore plus important qu'avant, puisqu'il est le producteur du film Mario, et sera le producteur du film Zelda. Miyamoto est un passionné, et cette passion sera vue comme une inspiration. Là où son enfance était une inspiration pour Zelda, Zelda est une inspiration pour les développeurs. Regardez ce youtubeur, il le dit lui-même, Zelda, c'est une inspiration. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, et aussi à vous abonner à ma page Banzai, qui sera dans la description.